bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, comment prévenir le harcèlement scolaire dès l'école primaire, comment lutter contre, on va en parler avec l'invité du Grand Oral, Diariata Ndiaye. L'anti-sèche d'Emma Guessel, ou comment l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité aujourd'hui, eh bien, c'est la journée mondiale du don du sang et Emma va nous parler de la façon dont on parle du sang dans les programmes. À l'heure de la récré, toujours avec Emma, moins de sang, mais le mimétisme chez l'enfant à partir d'une petite vidéo sympa. Et puis on retrouvera en fin d'émission Marie-Olivier et son cours particulier. Elle vous fera découvrir aujourd'hui les opérations de sensibilisation en milieu scolaire pour déconstruire le racisme en France, mais aussi aux États-Unis. La quotidienne de School TV, c'est parti. Grand Oral. Entre 800 000 et 1 million d'enfants sont chaque année victimes de harcèlement scolaire. Et si ça se passe souvent sur les réseaux sociaux et à l'adolescence, les petits et les cours de récréation ne sont pas épargnés. 23% des victimes sont encore à l'école primaire. Et c'est à eux prioritairement que s'adressent Arsène et Marcel. Ah, joli. Arsène et Marcel me harcèlent. J'y arriverai, c'est fait exprès quand même. Hein. Évidemment. Évidemment que c'est fait exprès. Bonjour. Bonjour. Livre de Diariata Ndiaye, illustré par Ama et publié chez Grune. Diariata qui est notre invitée. Vous la connaissez peut-être déjà comme slameuse. C'est bien elle. D'ailleurs, elle a slamé son texte. On écoute. Je n'avais presque plus d'amis. Il ne me restait plus qu'Ayla. Mon cœur et mon corps étaient en émoi. Il y avait les autres et il y avait moi. Je ne comprenais toujours pas pourquoi. La maîtresse ne voyait rien. Mes camarades ne disaient rien. Arsène et Marcel me traitaient comme un moins que rien, donc moi non plus, je ne disais rien. J'étais seule. Voilà, vous avez donc le livre, et vous avez un flashcode. Là, vous flashez le flashcode et vous avez la version slamée du livre. Vous vous définissez, avant de parler du bouquin, comme artiviste. C'est un mot valise, comme on dit, construit à partir de activiste et artiste. Qu'est-ce qui vous a fait choisir le harcèlement comme sujet ? Je m'intéresse à tous les sujets en lien avec les violences de façon générale. Ça fait plusieurs années que je suis engagée sur ces thématiques. Et la question du harcèlement, elle touche tellement de monde qu'on ne peut pas passer à côté. Donc, avec l'association Résonante, avec laquelle qui existe depuis 2015, que j'ai créée en 2015, on rencontre plein de jeunes victimes de différentes formes de violence. Et parmi ces victimes, on a des victimes de harcèlement scolaire. Et quand on échange avec ces personnes, on se rend compte que le harcèlement a commencé plutôt en élémentaire. Avec Résonante, on intervient auprès des collèges et des lycées. Mais c'était important d'aborder la thématique de redescendre avec les plus jeunes. Et puis j'ai des enfants. J'ai 3 enfants. Et vous aviez envie de leur parler ? Exactement. C'est que quand on travaille sur les sujets de violence, je me dis, mais je travaille avec les 15-24 ans. J'ai des enfants qui ont 7, 8 et 11 ans. Je pense que l'art et un support pédagogique pour aborder ces sujets-là, c'est quand même plus efficace. Et c'est aussi l'ouvrage que j'ai fait pour échanger avec mes enfants. Ouvrage qui est très sensible et on le voit à travers cette écriture, puisqu'on peut également se faire son propre slam, trouver sa propre inspiration quand on le lit. Il y a des phases néanmoins qui ressemblent à celles qu'on repère dans plein d'autres formes de violence. Ça commence par l'incompréhension. De toute façon, les violences de façon générale... il y a la même structure. C'est ça, elles ont les mêmes mécanismes. Et alors j'en profite pour le dire maintenant, c'est que quand on est victime de violence, c'est jamais de notre faute. Sauf que on va nous faire croire que c'est de notre faute. On va nous faire croire que c'est parce qu'on n'est pas assez ou parce qu'on est trop ou qu'on l'a un peu cherché. Et généralement, les violences sont aussi exercées par des personnes que l'on connaît. Et là, dans cette histoire... On connaît, voir qu'on aime bien, parce qu'au départ, là, c'est les bons copains qui... Exactement. Et généralement, le harcèlement, c'est un peu ce qui se passe. C'est qu'on est amis, tout se passe bien, et puis, pour une raison injustifiée, et qu'on ne comprend pas, généralement, le harcèlement commence. Mais le harcèlement, c'est quelque chose d'assez insidieux, c'est qu'on ne le voit pas venir. Et étant donné qu'on pense que ça va s'arranger, on pense que ça va se terminer, on pense qu'on est en capacité de gérer, et petit à petit, le piège se referme et on ne le voit pas venir. Et l'idée, c'était d'expliquer ces mécanismes-là. Alors, dans ces mécanismes, donc,
Vous l'avez dit, la honte, la culpabilité. C'est ça. C'est quelque chose d'absolument terrible. Et derrière, la peur d'en parler. Alors, pour plein de raisons, les victimes de violences ont peur de parler. Et là, dans le harcèlement, ce qu'on comprend avec le petit Moa, c'est que d'une... Qui est le personnage principal, le narrateur. Hein, ouais. Exactement. C'est un petit jeu de mots. Oui, parce que Moa, moi, celui-là, je l'avais compris. Hein. Ce qu'on comprend, c'est que d'une, il pense sincèrement que ça va s'arrêter et qu'il va gérer. Et il a peur de le dire à ses parents, tout simplement parce que les enfants veulent protéger leurs parents, ne veulent pas les stresser, les angoisser. Et il a également peur d'être grondé parce qu'il ne sait pas réagir. Et c'est aussi une façon d'alerter les parents. Tout simplement parce que les parents disent à leurs enfants tu te défends, si on t'embête, ne te laisse pas faire. Et quand on est en incapacité de réagir, on culpabilise de ne pas y arriver. Et c'est mon dernier point avant qu'on passe à l'anti-sèche. C'est très compliqué aussi parce qu'il y a les effets de meute qui sont très bien décrits d'ailleurs. Tout à fait. Entre celles et ceux qui sont censés être des copains et qui, dans le meilleur des cas, se taisent, voire rentrent dans le mécanisme du harcèlement. Donc c'est hyper dur, on est seul contre tous. On est seul contre tous et vraiment, je pense qu'il y a vraiment cette idée de je vais supporter, je suis en capacité de supporter, ça va s'arranger parce qu'ils ne sont pas super méchants normalement. Donc il y a cette incompréhension, quoi. Et en fait, ça ne s'arrange pas, du moins pas comme ça s'arrange à la fin du livre. On va voir comment après l'anti-sèche. Emma. Emma, bonjour. Bonjour. Une anti-sèche consacrée aujourd'hui à la journée mondiale du don du sang, c'est tous les 14 juin. Absolument, une journée qui permet de sensibiliser le plus grand nombre à ce geste simple et surtout essentiel qui sauve des millions de vies chaque année. Et d'ailleurs, en France, on s'inquiète car actuellement, il n'y a pas assez de stock pour tenir l'été sereinement. Donc, des campagnes sont organisées un petit peu partout. Il y a forcément un endroit autour de chez vous où c'est possible. Donc, renseignez-vous et allez-y. Donc ça, c'est dit. Et alors, dans les programmes scolaires, qu'est-ce qu'on raconte sur le sang aux élèves ? Le thème est évoqué au collège en 4e en SVT. C'est le cours sur la nutrition des organes. On va bien sûr évoquer tout le fonctionnement de la circulation sanguine dans le corps humain. Qu'est-ce qu'une veine, qu'est-ce qu'une artère, etc. Et pour le sang, on apprend que nos organes ont besoin d'apports en nutriments et en dioxygène. Et à travers quoi tout cela va être apporté à nos organes ? Je vous le donne en mille. Par le sang, bien sûr. Et donc, on va ensuite évoquer la notion d'hémorragie, qui est un écoulement de sang hors des vaisseaux sanguins. Ça arrive fréquemment et c'est là qu'on a besoin d'avoir des stocks de sang en plus pour contrer ces hémorragies et réapprovisionner le corps. Donc là, on parle science, certes, mais c'est également le moyen de sensibiliser les plus jeunes à l'importance de donner son sang. Il y a aussi tout un travail et toute une instruction qui est donnée autour des groupes sanguins. C'est aussi quelque chose dont on a besoin. Absolument. Et c'est d'ailleurs la petite blague entre les élèves. On compare de quel groupe sanguin on est pour savoir si on est compatible avec son meilleur copain ou avec sa meilleure copine. Vous savez de quel groupe sanguin vous êtes ? Oui. C'est quoi ? AB+. Ah ouais. Moi, c'est A. Vous savez ? Moi, je crois que c'est O+. Ah, vous êtes... C'est rare, ça. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Ça, c'est stylé. Vous le dites d'un air terrorisé. Non, mais parce que c'est On ne voulait pas vous faire de mal, je vous promets. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai conscience que... Il n'y a que les O+, qui peuvent vous donner. Que c'est hyper... c'est très rare. Que c'est hyper rare, mais je crois que... Alors même que vous pouvez donner à tout le monde, c'est ça ? C'est exactement ça. O, c'est le donneur universel, Exactement. et AB+, c'est le... Ça, je sais, moi, c'est le receveur universel. Et ben voilà. Et alors, est-ce que vous savez comment on définit un groupe sanguin ? Eh bien, on regarde ce qui est marqué sur le papier qu'on vous a donné. Alors oui, mais mais en fait, comment on définit dans notre sang ? Parce qu'en fait, à la surface de nos globules rouges, donc globules rouges, c'est une cellule qui permet de transporter l'oxygène, il y a des petits marqueurs reconnus par notre système immunitaire et ces marqueurs correspondent au groupe sanguin. Donc les personnes du groupe sanguin A ont des marqueurs A. Pour le B, c'est le B. Etc., pour ceux qui ont AB, exactement. Et alors le O, justement ? Et ben voilà, ça veut dire qu'il n'y a aucun marqueur à la surface de leurs globules rouges. Mais vous voyez, c'est super parce que c'est le donneur universel. Donc voilà pour le petit cours d'SVT. Ouais, les SVT qui peuvent quand même aussi servir à contrer certaines théories, comme la théorie dont on parlait pour justifier la colonisation de l'Afrique par les Européens, qui est la théorie des races, par exemple. Mais oui, j'ai trouvé ça dans un manuel de 3e. C'est tout un paragraphe sur cette théorie des races. Et scientifiquement, il faut le rappeler, ce débat est complètement nul. Le sang qui coule dans nos veines est le même. Vous l'avez trouvé dans un manuel qui dit que c'est nul. Que c'est nul, bien oui, sûr. C'est un bon manuel. C'est un manuel qui dit ça exactement. Quelle que soit notre couleur de peau, de nos yeux, qu'on soit grand, petit, il n'existe donc pas de race humaine, mais une seule espèce humaine, l'Homo sapiens. Et c'est important de le rappeler. Aujourd'hui encore, merci beaucoup pour cette anti-sèche. On se retrouve tout à l'heure pour la récré ? Oui. Reprise du grand oral. Je me concentre. Arsène et Marcel me harcèlent. Il n'y a pas besoin. Il faut y aller détente. Ok, je recommence.
Arsène et Marcel me harcèlent. Non, mais il faut c'est passé. Il faut vraiment... Un livre de Diariata Ndiaye qui est l'invité de ce grand oral. Il est illustré par Ama, publié chez Grunt. Diariata qui est donc notre invité. Dans le livre, il y a quelque chose quand même, c'est que vous sauvez tous les personnages. Je disais qu'alors, vous allez sauver Moa, qui se fait harceler, et on va voir qu'à travers un certain nombre d'étapes, il n'est plus harcelé à la fin. Mais le principal harceleur, lui aussi, vous le sauvez quelque part. Alors, parce que vous dites qu'il a été victime, que c'est un enfant malheureux, quoi. Alors, il y a 2 personnes qui harcèlent dans ce livre. Arsène et Marcel. Exactement. Ouais. Et donc, il y a une personne qui suit un peu le mouvement et qui ne sait pas trop pourquoi. Et parfois, les profils de harceleurs, c'est important de s'y intéresser parce qu'on ne harcèle pas pour rien. Et c'était important d'essayer de faire comprendre que les harceleurs ont besoin d'aide. Tout simplement parce qu'ils sont peut-être dans la reproduction, ce sont peut-être des personnes qui ont elles-mêmes été victimes de harcèlement et qui reproduisent, qui sont peut-être témoins ou victimes de violences intrafamiliales et qui cherchent à appeler à l'aide. C'est l'hypothèse que vous formulez dans le livre. Ça ne justifie pas de devenir harceleur, mais ça peut expliquer. Mais c'est important d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et si on veut résoudre le problème, d'aider également ces enfants-là. La maîtresse, dans un premier temps, alors elle est super à partir, on va dire, des 2 tiers du bouquin, mais dans le premier tiers, elle voit rien. Mais parce que c'est normal qu'elle ne voit rien. Le principe, de toute façon, des violences, c'est de faire ça de façon discrète. Parce que le but, c'est que ça dure. Et en réalité, on sait quand même que c'est interdit, donc on le fait de façon cachée. Et là, le harcèlement dans la classe, c'est plutôt... c'est caché. Et la maîtresse a le dos tourné, elle ne voit rien, et c'est normal qu'elle ne voit rien. Par contre, l'idée, c'était de rappeler que c'est aussi le rôle des équipes pédagogiques que d'être vigilants. Et que c'est aussi le rôle de toutes les personnes qui sont témoins, qui sont en capacité d'agir, d'aller dénoncer. Et pour dénoncer, il y a plein de façons de faire. C'est hyper difficile de dénoncer. Bien sûr. Parce que quand on est en élémentaire, c'est être un rapporteur ou une rapporteuse, et personne ne veut de ça. Et au collège, c'est être une balance, une poucave ou ce qu'on veut. Alors que c'est héroïque d'être une personne qui dénonce et qui fait cesser une situation de violence. Et qui rétablit la justice. Exactement. D'une certaine façon. À la fin du livre, vous vous adressez à tous les types de lecteurs. Alors, il y a les victimes de harcèlement, ensuite les auteurs de violences, et après, je ne vais pas tous les lister, mais de mémoire, il y a les enseignants, les parents, les professionnels, etc. Vous donnez aussi des outils, et vous parlez notamment de la météo des émotions dans les outils. Plutôt pour les enseignants, c'est quoi la météo des émotions ? Alors, je vais prendre un exemple très simple, que ce soit pour les parents ou les enseignants. C'est que généralement, les parents, quand ils récupèrent leurs enfants, ils leur demandent « Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école ?» Donc ça va être du factuel, on a fait du français, on a fait des mathématiques, machin bidule. Mais on leur demande rarement, quel était le moment le plus sympathique de ta journée ? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as été en colère, énervé ? Parler des émotions, parce que les émotions sont des informations. Et c'est important qu'on prenne l'habitude de partager nos émotions. Et comme ça, quand on est triste, on est en capacité de dire « je suis triste ». Et les parents ne s'intéressent pas ou n'ont pas assez l'habitude de leur demander comment tu t'es senti aujourd'hui à l'école. Et ça permet en fait d'amener des discussions et de tendre la perche. La météo des émotions, c'est de demander aux élèves comment ils se sentent. Quelles sont leurs émotions ? Tout simplement. Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va pas ? Est-ce que tu es fatigué ? Est-ce que tu es triste ? Est-ce que tu es énervé ? Non, il y a pas. On peut prendre des images, on peut prendre un soleil, on peut prendre un nuage, on peut prendre de la pluie, ça peut être une tornade, et c'est très explicite. Et de là, on tire, on fait sortir la parole. Vous étiez, les copains, les copines, ça compte aussi beaucoup. Vous, j'ai lu que vous disiez, moi j'étais la copine, mais oui, vas-y. Mais oui, vas-y, fais-le, quoi. Ouais, c'est ça. Alors quand on n'a pas une copine qui dit « mais oui, vas-y, fais-le », comment on fait ? Alors, non, vraiment, je pense qu'en réalité, dans des situations de violence ou d'injustice, tout le monde veut agir. Et que quand les personnes n'agissent pas, c'est parce qu'elles ne savent pas quoi faire. Donc je pars du principe qu'il faut juste donner les clés, dire dans telle situation, voilà ce que tu peux faire. Et une fois que les gens savent ce qu'ils peuvent faire dans telle ou telle situation, ils le font de façon générale. C'est pour ça que c'est important de parler aux victimes, aux témoins, de leur dire qu'il y a plein de façons différentes de dénoncer. Ça peut être en allant voir un adulte de confiance, que ça soit en l'écrivant, que ça soit en dessinant. Et c'est pas pour rien, en fait, que ce livre, on peut le lire, on peut le regarder, on peut l'écouter. Et donc, c'est passé par... on peut aussi dessiner les choses qui ne vont pas, on peut écrire les choses qui ne vont pas, et on peut les dire.
Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques secondes. Si vous voulez, on nous fait des petites récrés dans la quotidienne. Mais j'aime bien les récrés, moi. Mais oui, vas-y. Bah oui. Mais oui, vas-y, Emma. Allez, la récré. L'heure de la récré avec Emma Guessel aujourd'hui consacrée au mimétisme chez les enfants. Et oui, si vous avez des enfants, vous avez tous fait ce constat. Il y a au moins une fois où il a dit ou fait quelque chose où vous êtes reconnu. Ça a dû être votre cas. On sait plein de choses. Et c'est normal parce qu'en fait, tous les petits se construisent à travers leurs parents, bien sûr, ou leur entourage proche. Et les enfants, ça capte absolument tous les petits gestes du quotidien, même ceux qui vous paraissent anodins ou difficiles à réaliser. Mais impossible n'est pas bébé. Démonstration. That's how you do it, shit, like. Bon, allez, on précise que les parents ne sont pas complètement enfermés. Il y avait une protection sur le rasoir, Oui, etc. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Moi, vous montrez un truc pareil, Mais si, je me jette dessus. ça se voit. Il y a la petite, Oui, le petit truc blanc. Moi aussi, je me suis fait la réflexion la fois que je l'ai vu. Est-ce que vous maîtrisez l'art du brushing aussi bien que ce bébé? Sous de moi. Il se fout de moi, en fait. Là, c'est... Pareil, vous avez vu? D'accord. Ouais. Mais lui, il maîtrise Heureusement bien. qu'elle est seule, parce que sinon, on était quasiment dans la situation harcèlement. Donc le brushing, le beauty blender. Je sais ce que c'est un beauty blender. C'est pas vrai. Si, c'est le truc avec lequel il se tapotait. Oui. Une éponge à maquillage, c'est. Bravo, exactement. Merci. Sauf que c'est pas sur les J'ai cheveux. des copains, il me reste des copains et des copines. Ils me parlent. Bon, et bah parfait. On dira à Marine Plantec qu'elle nous souffle les réponses. Bon, en tout cas, ce petit garçon a dû beaucoup regarder sa maman se préparer parce que vous avez vu, il maîtrise à fond le brushing, le maquillage, tout. Mais l'imitation, ça fait donc, c'est ce que vous nous disiez en introduction, partie du processus tout à fait naturel chez l'enfant. Mais oui, en fait, on parle par exemple de neurones miroirs. C'est parce qu'on aura vu faire une action que le bébé va reproduire cette action. Et ça commence vraiment dès la naissance. C'est grâce à ça que le bébé apprend et grandit. C'est un moyen pour lui de communiquer avec vous. Et peu à peu, votre bébé va interagir avec vous, vous tirer la langue, vous amuser, vous rendre un bisou, sourire, etc. Donc au final, c'est une reproduction assez machinale, inconsciente, c'est ça? Oui, en fait, notre cerveau est conçu pour imiter. Et quand on est tout petit, imiter, c'est un moyen de communication pour déchiffrer les actions et les émotions de l'autre. Et ça change quand on grandit? Alors oui, là je vous parlais de neurones miroirs, mais de communication, c'est la plus primaire pour un bébé. Mais plus il va grandir, plus un enfant va imiter les gestes du quotidien. C'est exactement ce qui a été montré dans cette vidéo. C'est donner à manger à son doudou, le gronder s'il fait une bêtise, le laver. C'est ce qu'on appelle les jeux symboliques. Et ça va l'aider peu à peu à devenir plus autonome au fil du temps. Mais vous n'avez pas arrêté de donner à manger à vos doudous parce qu'il vous... Mais moi j'ai pas de doudou. Ah bon? Ouais. C'est pas vrai, j'ai un cochon, je mens. Ah. Il s'appelle comment? Le cochon. Le cochon. Très mignon, il a la queue en tire-bouchon. Logique. Mais il mange, sinon il va mourir. Ah oui, c'est vrai. Allez, j'en profite, je vous fais ces cadeaux si vous avez des enfants. Tiens, pour les vôtres, surtout le petit, il y a un livre extraordinaire, c'est paru à l'école des loisirs il y a de longues années, mais on le trouve toujours. Le peuple doudou, de Olivier de Solminiac. Ah ouais, chef-d'œuvre. Allez, on retrouve Diariata. Diariata, pour ce livre Arsène et Marcel me harcèlent, chacun choisit son rôle. Moi, je ne suis qu'une porte-voix. Je vous cite là, dans un slam. Tout à fait. Ouais, vous êtes reconnu. Jamais, qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais moi, cette phrase-là, et on a le plaisir de vous recevoir. Et vous le citez, vous l'avez dit, cette phrase, quand vous racontez votre histoire, vous l'avez racontée dans une conférence TED, vous l'avez racontée à d'autres occasions, histoire personnelle qui est marquée à l'âge de vos 15 ans par un voyage au Sénégal pour lequel on ne vous avait pas tout dit. Oui, effectivement. Et puis, cette histoire, je la raconte surtout sur scène, dans le cadre de mon spectacle de prévention aux violences sexistes et sexuelles. Parce qu'à la base, c'est un peu comme ça que j'ai découvert la question des violences. C'est que j'ai été victime de différentes formes de violences. Et effectivement, je me suis retrouvée dans mon pays d'origine. C'était mon mariage. Je n'étais pas au courant. Sauf que de cette histoire... Vous le racontez très vite comme ça, mais enfin voilà. Vous avez 15 ans, vous dites c'est chouette, viens, on va retourner...
Non, mais... Vous n'y aviez jamais été, c'est le Moi, premier c'était séjour. Vous arrivez, vous êtes surexcité. C'était mon premier voyage. Et puis c'est surtout, c'est la première fois que tu vas dans ton pays d'origine. Donc un truc qui est bête, mais tu comprends pourquoi t'es noir. C'est bête. Tu rencontres pour la première fois ta vraie famille. Donc tu as des sosies de tes frères, de tes sœurs, de tes parents. Donc c'est beaucoup d'émotions. Et en plus... c'est mon mariage. Donc, il y a plus sympathique comme histoire. Sauf que... Alors, pourquoi je passe vite sur cette histoire ? Parce que c'est toujours désagréable d'en discuter. C'est pas pour rien que j'en parle plus facilement dans le cadre c'est mot pour mot, le spectacle. De mon spectacle mot pour mot. Voilà, mot MOTS pour mot MAUX. C'est ça. Qui tourne maintenant depuis 10 ans, je crois, dans les collèges et lycées. Ça va faire 15 ans maintenant. 15 ans maintenant, voilà. Il y a d'autres Et cette association qui s'appelle Résonante, que vous avez aussi créée. C'est ça, c'est que... Pour porter toute cette parole. C'est ça, c'est parce que vraiment, de façon très naïve, donc d'abord pour moi, parce que c'est ce qui m'a permis d'avancer et d'avoir l'énergie pour vivre, en fait, tout simplement. De jouer ce spectacle, ça m'a mis face à la réalité des violences. C'est que j'étais un peu comme tout le monde, je n'y connaissais rien. Et donc, d'aborder ces sujets, ça te fait rencontrer des milliers de personnes qui ont des histoires en lien avec les violences. Il y a beaucoup de victimes de violences. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'auteurs de violences et ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de souffrance. Et à vous entendre, il y a beaucoup de solitude aussi parce qu'il y a peu d'interlocuteurs, c'est ça, ou d'interlocutrices? Alors non, c'est pas ça. Il y en a beaucoup, mais on ne sait pas qu'ils existent. Exactement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui savent bien faire et moi, c'est aussi, juste pour revenir un peu sur mon histoire, c'est que moi, j'ai fait sans toutes ces personnes alors qu'elles existaient déjà, mais j'ai fait sans parce que je ne les connaissais pas. Je ne savais pas comment accéder à ces professionnels. Et c'est pas pour rien que dans mon guide et dans tout ce que je crée et ce que je propose, il y a du passage à l'action. Il y a du passage à l'action et puis c'est surtout de la il existe des solutions. Il y a des professionnels qui savent prendre en charge toutes les victimes. On a toutes les coordonnées à la fin. On a toutes les coordonnées. Les associations, il y a le 3618 e-enfance, 119 c'est Allo Enfance en danger. C'est ça, le 30 20 harcèlement, Marion la main tendue. Enfin, il y a des solutions. Et donc, c'est horrible de se dire que on vit des choses pas sympas, que d'un côté, il y a des personnes qui savent nous aider, mais que par méconnaissance, on fait ça. Donc, et ça, c'est le cœur de votre message d'artiviste, je reprends c'est ça, ce tout mot à fait. Et c'est cohérent, en fait. Tout ce que je fais, que ça soit mon parcours, que ça soit par le biais de l'artistique, que ça soit le numérique, parce qu'on a créé l'application Appel pour les femmes victimes de violences. Association qui était primée, je crois, au CES de Las Vegas. Ouais, cette appli a été primée. Et vraiment, tout a une logique. C'est d'une, il y a des victimes, c'est un fait. C'est à nous d'aller... de créer des espaces de discussion, d'échange, de créer des prétextes. Et vu qu'on est sur des sujets qui ne sont pas sympathiques, autant faire un bel ouvrage, un beau spectacle, de belles expositions. Et puis, une fois qu'on a abordé ces sujets, on rencontre les victimes de violences et il faut leur rappeler qu'elles ne sont pas seules et que des solutions existent. Signaler, informer, parler, ne pas rester seul. Se dire, c'est un peu ça le cœur du message. C'est ça, et puis surtout permettre à toutes les personnes qui ne sont pas directement concernées d'aussi jouer leur rôle. Parce que ça demande trop d'énergie quand on est victime de violence, donc toutes les personnes qui sont en capacité de le faire, c'est à vous de tendre la main, c'est à vous de tendre la perche. Et d'apprendre à entendre aussi. Exactement, d'écouter. On se retrouve dans quelques secondes, mais pour l'instant, on va accueillir Marie-Olivier pour son cours particulier. Emma, merci beaucoup, cours particulier, Marie-Olivier. Le cours particulier de Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. On va parler aujourd'hui d'opérations de sensibilisation en milieu scolaire pour déconstruire le racisme en France, mais pour commencer aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, après la mort de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter qui en est né, la récente fusillade du 14 mai à Buffalo a ravivé évidemment le besoin de sensibiliser au racisme dès le plus jeune âge. Oui, puisqu'on rappelle que l'auteur du crime qui a assassiné 10 personnes était un suprémaciste blanc qui cherchait, il l'a dit comme ça, je crois, à tirer sur des Noirs. Et c'est justement à Buffalo qu'un cursus particulier a été mis en place pour lutter contre le racisme. Oui, tout à fait. Le curriculum d'émancipation, donc Emancipation Curriculum, à Buffalo a été mis en place en 2020 par Fatima Morel, directrice associée en charge des initiatives culturelles et linguistiques du district. L'idée est que chaque enfant des écoles publiques puisse apprendre à valoriser différentes cultures, discuter de l'héritage du racisme aux États-Unis, avoir des cours aussi sur les contributions historiques des communautés noires, latino et autochtones. Donc ça, c'est le programme général. Comment ça se décline concrètement ? Alors pour chaque niveau scolaire, dès le plus jeune âge, les enfants ont des cours supplémentaires qui leur permettent par exemple de découvrir l'activiste mexico-américain
César Chavez, on le voit à l'écran, le rôle des pensionnats amérindiens dans la disparition de la culture indigène ou encore l'histoire de Juneteenth, donc c'est un jour férié aux États-Unis qui commémore l'émancipation des esclaves afro-américains. Et donc effectivement, ça ajoute des perspectives, ça enrichit le programme scolaire de base. Cette Emancipation Curriculum, est-ce qu'il se développe aussi en dehors de Buffalo? Parce que alors, Fatima Morel... L'enjeu est quand même un peu partout, ouais, et pas qu'aux États-Unis. Bien sûr. Elle reçoit souvent des appels d'autres écoles qui veulent le mettre en place, mais pour elle, c'est indispensable que les profs soient déjà formés à ces questions et que la direction soit volontaire dans cette démarche. Cela dit, elle encourage vraiment à ne pas baisser les bras tant ce genre de programme est important à ses yeux, surtout aujourd'hui. Je la cite, « Si tous les étudiants y avaient accès, on verrait plus de fraternité et de solidarité, plus d'empathie, de compassion, moins de jugement. Les élèves seraient confiants en connaissant leur histoire, ils se respecteraient mutuellement. » Allez, on croit très fort à l'éducation, à ces initiatives. C'est porteur d'espoir dans un pays qui est particulièrement frappé par le racisme. Oui, tout à fait. Et suite à la fusillade du 14 mai, un document spécial a d'ailleurs été partagé avec les enseignants pour qu'ils échangent avec leur classe sur ce sujet. Et donc ça, c'est aux États-Unis. Vous vouliez aussi mentionner quelques dispositifs en France. Oui, tout à fait. En France, le réseau de formation pour les enseignants, Canopé, propose des activités pour lutter contre le racisme. Donc sur leur site, on peut découvrir des supports pédagogiques tels que cette vidéo. Regardez. Il me lance, ferme ta gueule, sale arabe. Rentre dans ton pays, sale bougnoule. Devant mes enfants. C'est tout le temps, tous les jours. Shintok, bol de riz, tout vaut de nem. Franchement, ils sont lourds. Ils m'ont entouré. Et là, ils ont commencé à m'insulter. Sale juif. Toi et ta famille, vous n'êtes que des sales juifs pleins de fric. Vous savez, c'est pas facile d'entendre tout le temps que nous, les Roms, on n'est que des voleurs. Et ça, c'est une vidéo de SOS Racisme. Exactement. Qui sert de base de réflexion à la définition du racisme. Exactement, c'est ça. Elle permet de confronter les définitions que chacun pouvait avoir du racisme et de sensibiliser aux questions de discrimination. Vous le disiez, ça se passe avec les enseignants en classe. Je crois aussi qu'il y a un concours contre le racisme qui est organisé, soutenu par l'Éducation nationale chaque année. Tout à fait. C'est le concours Nous Autres, organisé par la Fondation Lilian Thuram, la CASDEN et le groupe MGEN, qui invite les classes volontaires à concevoir une œuvre artistique chaque année. Les enseignants inscrivent leur classe et les enfants de la maternelle à la 6e préparent une œuvre. Donc ça peut être du chant, du théâtre, de la poésie, de l'art plastique, de la vidéo. L'idée, c'est vraiment de déconstruire le racisme. Et quand on gagne, j'imagine qu'il n'y a pas de médaille en chocolat ou d'argent, mais il y a de la valorisation un peu? Oui, tout à fait. Alors les 24 classes lauréates chaque année ont le droit de présenter leurs œuvres au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Et le 10 mai dernier, par exemple, la classe de CM1 de l'école Victor Hugo de Bessan dans l'Hérault s'est vue remettre le trophée des mains de Lilian Thuram. Ils ont pu chanter une chanson entièrement écrite par leurs soins sur le racisme. C'est même un jeune guitariste de la classe qui a composé la mélodie. Et les enfants ont même ensuite eu l'opportunité de s'enregistrer dans un studio à Montpellier. Merci Marie pour ces dispositifs pédagogiques. Ça me parle parce que c'est ce qu'on fait. Vous en faites aussi, bien sûr. Et j'ai un exemple très concret de ce que ça permet. Ça fait 15 ans qu'on travaille sur un dispositif porté par le département du 93 sur la question du sexisme et des violences faites aux femmes. Et donc, il y a 29 collèges qui prennent part à ce dispositif avec une première partie de la prévention auprès des équipes PEDA. Les jeunes sont sensibilisés par des associations, des professionnels, et puis ensuite ils créent leur propre support pour sensibiliser leurs pairs. Et c'est hyper efficace en fait. Et d'un mot, et ce sera le mot de la fin, vous venez de le dire, mais je vous voyais réagir quand Marie parlait de l'importance de mobiliser les enseignants, c'est-à-dire on ne lance pas ces programmes dans le vide, il faut vraiment que les équipes pédagogiques soient partie prenante, c'est le point de départ. C'est ça. Et Jeunes contre le sexisme, ça commence par les équipes PEDA et c'est ensemble, parce que sinon on n'y arrivera pas. Arsène et Marcel me harcèlent, c'est chez Grunt, Diarya Ndiaye, les dessins d'Ama. Ama, magnifique. Voilà, on va dire un petit mot quand même, on les revoit. La version, c'est vraiment, on peut se le slammer, puisque bonjour, je suis moi, je suis comme toi, sauf que je suis moi aujourd'hui, etc. Vous pouvez nous le faire en direct? Oui, je peux. Et c'est la fin de l'émission, peut-être juste les 2 premières pages. Donc, allez, go. Bonjour, je suis moi. Je suis comme toi, sauf que je suis moi. Aujourd'hui, je retourne à l'école ravie, je souris à pleines dents. Cela faisait longtemps que je n'avais pas été aussi content. Ces derniers temps, j'avais peur, j'avais souvent mal au cœur, je ne voulais plus aller en classe, je ne m'y sentais plus à ma place. Et la suite, c'est il faut lire le bouquin. Merci mille fois, c'était un grand bonheur de vous avoir en plateau dans la quotidienne de School TV. Marie, merci également. L'émission est terminée pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe aussi, au maquillage. Le Rodemont et puis en régie, Marine Plantec qui a préparé l'émission, assistée par Charles Fontaine, Amanda Montero pour le son, à la réalisation Théo Boscar. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.